Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du Bulletin GP. Mon nom est Abdoussal et je vous accueille à ce nouvel épisode. Cette semaine, nous parlons de Red Bull qui, avant le Grand Prix d'Abu Dhabi, dernière course de la saison, a annoncé ses pilotes pour 2026. Si c'est un secret de polichinelle en fait, ça reste que on va en parler parce que c'est un nouveau duo de pilotes dans la grosse écurie et aussi dans la petite. Alors, pour en parler, j'ai avec moi le plus gros fan de Red Bull au bulletin GP, Marc-André Fortin. Salut Marc-André. Salut Abdou, comment ça va? Moi ça va, mais toi Marc-André, comment te sens-tu après cette défaite de Max Verstappen au championnat des pilotes? Très bien, je dirais que c'était une défaite respectable de sa part. Sinon, j'ai Ana Maria Mercado Lopez. Salut Ana Maria. Salut Abdou. Comment vas-tu? Ah, très bien, moi je vais très bien. Good. Et malheureusement, j'ai Julien Légaré-Turcotte, cofondateur du groupe Facebook La Monoplace. Salut Julien. Bonjour Abdou, je suis écœuré de participer au bulletin GP. Et moi aussi, je suis écœuré d'avoir ta présence et c'est tout à fait réciproque. Bien. Je comprends pas pourquoi je l'ai invité d'ailleurs. Bref, mais de toute façon, tu vas être forcé d'écouter un des pilotes qu'on va parler parce qu'on va faire le tour de ce qu'on aura pour 2026. Donc, si vous le saviez pas, Isack Hadjar a reçu une belle promotion, autant entre guillemets que littéralement, chez Red Bull Racing en 2026 aux côtés de Max Verstappen. Et chez Racing Bulls, on aura Liam Lawson qui gardera son volant avec l'écurie sœur, aux côtés de la recrue Arvid Lindblad, qui est un membre de l'académie et qui a terminé sa première et seule saison de Formule 2 en 6e place au classement. Alors, Marc-André, je vais commencer tout de suite avec toi. C'était pas une grosse surprise la promotion d'Adjar chez Red Bull Racing cette année, pour 2026. Tout à fait, ce n'était pas du tout une surprise, même étonné qu'on ait attendu autant. Et malgré tout, on le fait avant Abu Dhabi. Je reproche pas nécessairement le timing, je le comprends juste pas. Rendu là, il aurait pu le faire depuis très longtemps. Est-ce qu'il y avait une réflexion autre? Est-ce qu'on hésitait avec Arvid Lindblad? Est-ce qu'on hésitait avec Lawson? Est-ce que on pensait peut-être conserver Yuki ou pas? Je sais pas à quel niveau la réflexion a pris autant de temps. Moi, j'ai l'impression qu'elle était prise depuis un certain temps. Isack a connu une première saison assez formidable quand même dans les circonstances. Encore là, on peut... je suis un grand fan d'Isaac avant même qu'il arrive en Formule 1. Je l'aimais beaucoup comme pilote, je l'aimais beaucoup comme... Il a été même meilleur que j'aurais pu penser à sa première saison. Mais encore là, est-ce que le karma de cette deuxième voiture va lui tomber sur la tête? Il n'y a aucun deuxième pilote, sauf pendant un certain temps, peut-être Sergio Perez, qui a réussi à survivre à cette voiture. On espère que la version 2026 va être meilleure pour le deuxième pilote chez Red Bull. Mais sans blague, je pense que c'est Yuki qui disait un peu peiné d'avoir perdu sa Racing Bulls. Peut-être qu'Adjar va s'ennuyer de sa Racing Bulls également dans les prochaines saisons. On verra comment ça va se passer pour lui, mais tout de même content, là, je veux dire, il a prouvé cette année qu'il pouvait être solide malgré que c'était une recrue, malgré que ça n'a pas toujours été facile pour lui. Il a connu une première course assez difficile, mais après ça, il s'est bien relevé. Non, je pense que, comme tu disais, c'était mérité. Maintenant, voyons voir comment, de quel bois va se chauffer cette voiture. Merci beaucoup, Marc-André. Anna Maria? Non, comme on a dit Marc-André, on n'est pas surpris, on n'est pas surpris qu'Isaac Hadjar soit promu chez Red Bull. On s'y attendait parce que on sait que Yuki restait juste parce qu'il y avait l'association Honda aussi.
On dirait que Red Bull, il devait il avait promis le promouvoir à Red Bull, donc il savait qu'il s'en allait. Il a donné la chance. Et on sait qu'est-ce qui s'est passé cette année avec la Red Bull. Ça a qu'il y avait une 12e Red Bull et que ça marchait vraiment pas. Ou que les pilotes n'ont pas compris sa voiture, sauf Max Verstappen. Donc, Yuki, il s'en va, mais ça a qu'il s'en va pas. Parce que dès qu'on écoutait dans la radio, rappelle-toi que tu restes un pilote Red Bull, donc ça veut dire qu'il va rester dans la famille Red Bull, c'est ce que j'ai compris. Et on va voir qu'est-ce qui s'en vient l'année prochaine. Ouais, parce que Yuki Tsunoda, de toute façon, comme j'ai dit, on en reparlera plus tard. Reste dans la famille Red Bull, même s'il n'est plus titulaire, il va être réserviste, pilote d'essai. Autant chez Red Bull Racing que chez Racing Bulls. Julien. Comme tout le monde, j'ai pas été étonné par la nomination d'Isaac Hadjar comme deuxième pilote de l'écurie Red Bull. Par contre, je pense que contrairement aux autres, j'ai pas non plus été étonné par la tardivité de la décision de Red Bull d'annoncer Isaac Hadjar comme étant deuxième pilote, donc incidemment là, le départ de Yuki Tsunoda. Je pense, là, puis je tombe dans les théories, je pense que si le championnat avait été moins serré, si Max Verstappen n'avait pas eu une chance de remporter le championnat des pilotes, probablement que l'annonce à l'effet que Yuki Tsunoda sortait des pilotes officiels de chez Red Bull aurait été rendu, ça l'aurait été rendu plus rapidement. À partir du moment que Max Verstappen s'est mis à avoir des chances très sérieuses de remporter le championnat des pilotes, il fallait que tu composes quand même avec un deuxième pilote qui demeure très fidèle à l'écurie. Donc, pour qu'il demeure fidèle, qu'est-ce que ça nécessite? C'est soit que tu retardes ta décision de finalement le sortir comme deuxième pilote de Red Bull, ou t'entreprends des négociations sérieuses avec lui afin qu'il demeure pilote de réserve. Donc, je pense que c'est ça qui s'est probablement produit, ce qui explique la tardivité de la décision. Mais autrement, je veux dire, je vois pas... ça soulève aucune surprise. Par rapport à 2026 maintenant, mes espoirs envers la nouvelle monoplace qui pourrait désormais être un peu plus équitable avec un deuxième pilote de Red Bull. Moi, j'ai des méfiances par rapport à ça. Je demeure assez mitigé parce que on se disait exactement la même chose en 2022. Lorsque il y a eu les changements de régulation, on se disait qui sait, peut-être que Checo Pérez à l'époque allait finalement avoir une voiture un petit peu plus à son goût, un peu plus à son aise. Ça s'est pas produit. Je comprends que les changements de 2026 apportent également des changements majeurs en matière d'aérodynamisme, mais j'ai pas l'impression que c'est nécessairement un changement de régulation qui va faire en sorte que la deuxième voiture de Red Bull va perdre sa malédiction. J'ai plutôt l'impression que ça va être un changement de philosophie chez Red Bull qui va pouvoir opérer en ce sens. Merci Julien, parce que ça fait justement le lien vers le prochain point en fait. Donc une bonne raison de t'avoir amené. Justement là, et me remercier avec un doigt d'honneur. Donc si tu continues, je vais faire comme ce que le coach de Liverpool a fait avec Mo Salah, je vais te bencher. Bref. C'est bon. Mais justement, plus sérieusement, la nouvelle génération, on en parle beaucoup justement. Tu sais, on ne sait rien de tout ça. On n'a même pas encore vu à quoi ressemblera la première vraie voiture construite par une Formule 1. Mais, ce dont Julien parle est quand même vrai parce que, oui, à certains moments, Perez était bon dans les premières courses de la saison, puis ensuite ça s'est effrité. Avec la nouvelle génération, on a vu en 2022, 2023, 2024, oubliez ça, il était carrément il était à la dérive après déjà 2 ou 3 Grands Prix. Mais là,
avec un nouveau coéquipier et un pilote beaucoup plus jeune aussi. Et en plus de ça, avec le départ déjà annoncé officiellement de Dr. Helmut Marko, est-ce que tout ça arrive à un bon moment pour Hadjar? Est-ce que ça va signifier pour lui, est-ce que ça va signifier aussi pour Red Bull un vent de renouveau? Admettons que la voiture, elle est déjà décente. Marc-André. Ben, à quoi je pense la plus grosse différence, je pense que ça va être Laurent Mekies. On va voir comment il va mettre son empreinte sur, pas nécessairement cette voiture-là nécessairement, mais sur l'énergie de l'équipe, sur l'esprit d'équipe, sur tout ce qui vient alentour de l'équipe. C'est lui qui va qui va devoir gérer les égos d'un peu tout le monde dans cette équipe. Helmut Marko quitte, c'est une autre dynamique qui quitte en ce sens aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont être différentes à partir de 2026. Il n'y a pas juste la voiture. Donc, c'est toute cette synergie d'équipe que personnellement, j'ai très hâte de voir parce que ça va en dire beaucoup sur le début de saison. Christian Horner amenait ce que Christian Horner pouvait amener et on a vu un leadership complètement différent de Laurent Mekies. Est-ce que c'est en raison de l'arrivée de Mekies avec de nouvelles idées, une nouvelle justement cette nouvelle synergie que cette voiture-là a pu reprendre des galons et permettre à Max Verstappen d'aller accumuler des points et même tenter de croire au championnat lors de la dernière course, peut-être. Mais c'est sûr que je m'attends à ce que cette empreinte de ce Français qui a connu Hadjar aussi chez Racing Bulls, je m'attends pas à ce qu'il y ait une défavorisation complète. Je pense pas qu'il va être favorisé non plus, là, mais je m'attends peut-être à toute une meilleure équité, mais encore là, je veux dire, ça va dépendre comment la voiture va avoir été créée et sous quel moule va avoir été créée cette voiture. On ne l'a pas vu encore. On va la voir assez rapidement. Là. Il me semble que la date est assez tôt pour Red Bull et Racing Bulls. Au milieu du mois de janvier, je pense. Là. Donc, on va la voir assez rapidement. Puis après ça, ça va être durant les tests qu'on va pouvoir peut-être mieux évaluer cette voiture. Et peut-être qu'elle va être bonne, peut-être qu'elle ne sera pas, peut-être qu'Hadjar va être bon, peut-être qu'on va voir. Ouais. Et Anna Maria, il y a aussi le fait que Hadjar est quand même un pilote qui a été placé sous haute estime par la famille Red Bull. Avec raison, avec ce qu'on a vu dans à sa première saison, mais aussi dans les rangs juniors. Évidemment, un des points forts d'Hadjar, c'est l'adaptation. Et je pense que ça, c'est ce qui a beaucoup fait mal au deuxième pilote post-Daniel Ricciardo. Cette question d'adaptation, là, encore une fois, avec l'arrivée avec un Laurent Mekies qui va faire une première année, Dr. Helmut Marko qui est enfin parti, Alhamdoulilah, et aussi la nouvelle réglementation. Est-ce que tout ça, pour toi, ça amène, est-ce que ce sera que beaucoup plus de positif que négatif pour Hadjar? En fait, qu'est-ce que je pense que c'est les points les plus positifs pour Hadjar, c'est que c'est un pilote qui il s'adapte facilement et aussi qui n'a pas de prétention. Lui est là pour courir, lui, il se sent chanceux juste d'avoir la chance d'avoir la voiture. Donc, il a monté et il a juste profité de la voiture. Ce que j'aime d'ailleurs, il est pas là, lui n'est pas là pour battre Verstappen, pour se comparer à un autre pilote. Lui est là juste pour faire sa course. Tant qu'il continue comme ça, tout est positif pour lui. Parce que je pense que ça, ce qui tue le 12e pilote de Red Bull, c'est qu'il arrive
en prétendant qu'ils sont capables d'aller battre Verstappen. Et c'est là où tout se passe dans la tête et ça joue en contre. Parce que Pérez, il disait, je vais battre Verstappen. Et c'est là, Gasly a fait la même erreur aussi. Donc, je pense que des côtés de Ayar, tous les changements de Red Bull, plus dans sa tête que lui, il a juste pour courir. Donc, je pense qu'il va avoir des positifs, j'espère. Ouais, mais en même temps, est-ce que t'es vraiment dans une écurie pour être le numéro 2? Oui, c'est vrai que ça peut l'être chez Red Bull, mais il y a aussi le fait que, oui, tu vas apprendre de verve de Max, mais tu veux aussi être en mesure de le battre sur une base régulière. C'est sûr que c'est très compliqué à faire, mais c'est possible. Et justement, j'ai lu des analyses justement faisant référence à ce que Daniel Ricciardo avait fait avec Sébastien Vettel en 2014, où on était dans un changement d'air avec les moteurs turbo hybrides. Alors, oui, il y a cette possibilité que on voit un semblant de Ricciardo en 2014, mais l'inverse peut être vrai aussi, évidemment. Mais je pense pas que Isaac Hadjar va arriver chez Red Bull avec la mentalité je vais apprendre comme deuxième pilote. Lui, il a l'opportunité d'avoir une voiture bien meilleure que la Racing Bulls. Et là, le truc, c'est que tu vas te battre. Il y a des chances que tu te battes contre les meilleurs du plateau sur une base un peu plus régulière. Donc, je peux pas concevoir comme quoi il va arriver. Moi, je suis juste là pour courir. Il voudra aussi se frotter à Max, même si ça ne fonctionne pas. Au moins, il pourra dire, j'ai fait ce que j'ai pu. Maintenant, l'autre partie, c'est est-ce que maintenant que Marco est parti, que Horner est parti, est-ce qu'il y aura beaucoup plus de patience chez Red Bull, dans la famille Red Bull? Parce que ça aussi, c'est une autre tangente maintenant avec le départ de Marco maintenant qui a été annoncé. Oui, c'est un bon point, Abdou, la patience. Dans cette synergie, on va voir si cette patience va exister. J'ai l'impression que, on connaît pas beaucoup Laurent Mekies encore, mais j'ai l'impression que ça a l'air d'un homme beaucoup plus posé qu'un Christian Horner. On va voir comment, justement, il va apporter ça. Mais ce que j'apporterai aussi sur Hadjar, avant peut-être de changer ou de faire la transition, il y a une excellente entrevue qu'il a fait avec Canal+. Canal+ l'a suivi pendant le Grand Prix de Singapour et en a profité pour faire une longue entrevue. Et c'est excellent. Il dit, quand je suis entré en Formule 1, c'était juste du plaisir. Parce que pendant toutes les années de karting, de F1, de F2, de F3, il y avait la pression financière de ses parents sur le dos qui se disaient « Hey, je dois réussir, je dois aller en Formule 1. » Ils ont tellement dépensé pour moi, ils ont tellement fait d'efforts, ils m'ont tellement transporté partout. Il dit « Quand je suis arrivé en Formule 1, j'étais payé pour la première fois pour faire ma passion. » Puis j'ai l'impression que c'est dans cette énergie-là qui est arrivée. C'est pour ça que j'ai l'impression que ça a quand même été une belle saison de recrue. C'est un gars qui a quand même un bon caractère. J'ai l'impression qu'il va être capable de contrôler justement ses émotions dans une Red Bull. Mais après ça, c'est sûr qu'affronter Max Verstappen, ce sera pas nécessairement facile. Mais lui, il vient pas pour être le faire part de Max. Là, je pense qu'il va être très intense pour tenter de le battre le plus qu'il peut. Ce serait évidemment pas très facile, mais j'ai l'impression que je serais pas surpris qu'il puisse, si jamais la voiture le permet, qu'il puisse suivre un peu les performances de Max. Ouais. Et avant de passer à Julien, je vais juste rappeler que je suis la personne qui avait dit que Liam Lawson était un pilote qui s'adapte bien et qui allait remporter au moins un Grand Prix en 2025. Julien, la parole est à toi.
On est plusieurs à dire qu'Isaac Hadjar est très bon pour s'adapter. Je veux dire, effectivement, je le crois également. Mais est-ce qu'on le sait vraiment? Est-ce qu'il est vraiment si bon que ça pour s'adapter? Sa carrière en Formule 1 demeure, somme toute, course. Puis là, on me dira, ben, oui, mais il en demeure pas moins qu'avant. Je veux dire, il a passé par plusieurs disciplines où il y avait un niveau d'adaptabilité qui était, somme toute, intéressant. OK. Est-ce que je suis prêt à dire qu'Isaac Hadjar est un pilote qui sait mieux s'adapter que Checo Pérez? Non. Est-ce que je suis prêt à dire que Isaac Hadjar est un pilote qui sait mieux s'adapter que Carlos Sainz? Non. Est-ce que Isaac Hadjar, c'est un pilote qui sait mieux s'adapter que... Alors, rendu là, je sais pas, moi, Alex Albon, tu sais, je trouve que ça demeure hypothétique. Maintenant, est-ce que Hadjar est en meilleure posture dans le deuxième siège de Red Bull en 2026, compte tenu notamment du départ de Marco? Ben, ça, c'est clair. Ça, c'est clair, parce qu'Helmut Marko était, je veux dire, puis je veux pas être le bourreau d'Helmut Marko ce soir, là. Bon, il y a eu beaucoup de mauvais, mais il y a eu beaucoup de bons également. Je pense que c'était quelqu'un qui était assez difficile envers les jeunes pilotes, surtout les jeunes deuxièmes pilotes. On se rappellera d'abord là, de l'incident d'Isaac Hadjar en tour de formation à son premier Grand Prix. Les premiers commentaires de Helmut Marko en ce sens, c'était qu'il trouvait qu'Isaac Hadjar pleurnichait trop. C'est sûr que si ce personnage-là quitte la famille Red Bull, je vois pas comment ça peut être néfaste pour Hadjar. Donc, rendu là, effectivement que ça peut être bénéfique. Après ça, le départ de Christian Horner, puis d'avoir plutôt Laurent Mekies, ben effectivement, je pense que ça peut être intéressant pour Hadjar d'avoir un changement de philosophie au sein de l'écurie, mais je conserve quand même une immense méfiance envers le deuxième siège de Red Bull. On se disait tous avant que Yuki Tsunoda obtienne le 10 sièges, oh mon Dieu, mais ça n'a pas de bon sens qu'il n'ait pas encore été nommé. La famille Red Bull est contre lui, alors que ça fait longtemps qu'il aurait dû avoir ce siège-là. Finalement, il obtient le siège, puis on a la saison qu'on a. Est-ce que c'est parce que Yuki Tsunoda est un mauvais pilote? Moi, je suis loin d'être convaincu, mais très loin d'être convaincu que c'est un mauvais pilote. Je pense juste que les exigences de Red Bull sont telles, surtout pour un deuxième pilote, que la plupart vont échouer. Et puis je pense pas qu'Isaac Hadjar soit nécessairement à l'abri de ça. Là. Exact, parce que c'est clair que tout va être noté. Il y aura toujours une réévaluation, soit en mi ou en fin de saison aussi. Mais je pense que mais aussi le fait que, je pense un des exemples que Alan Perman avait donné en entrevue après l'annonce officielle, et ensuite je vais clore sur le cas Hadjar, c'est le fait que justement Hadjar était on arrachait un peu en qualification, mais ensuite depuis une bonne partie de la deuxième moitié de saison, il se rend régulièrement en Q3. Donc là-dessus, ça a été quelque chose qu'il a pu améliorer. Maintenant, est-ce que c'est garant d'un même scénario chez Red Bull? On ne le sait pas. Fait que tout comme un certain animal, je ne souhaite pas. À l'inverse d'un certain animal que quelqu'un garde, on ne souhaite pas que ça chie chez Red Bull. On salue le vieux chien que Julien garde. Donc là-dessus, je crois qu'on va passer maintenant aux autres pilotes parce que chez Racing Bulls, Liam Lawson qui a été
relégué après 2 courses de Red Bull chez Racing Bulls, va garder son volant pour 2026, mais il aura aux côtés de lui une autre recrue du nom de Arvid Lindblad, pilote britannique de 18 ans, qui vient de terminer sa saison de Formule 2 en 6e place avec 134 points et 3 victoires 3 victoires dans la saison, une à Jeddah, une en Espagne et l'autre dans la course sprint d'Abu Dhabi. Donc et en plus Lindblad est avec la famille Red Bull depuis 2022. 4e en Formule 3, a remporté le championnat de Formule régionale océanique en début d'année en plus. Donc, ça a été des points de super licence supplémentaires qui lui ont permis d'avoir au minimum les 40 nécessaires pour aller en Formule 1. Donc, le fait que la famille Red Bull décide de promouvoir Lindblad après une saison de Formule 2, ça évidemment, est-ce que Marc-André, ça signifie premièrement une confiance à l'endroit de Lindblad, mais aussi est-ce que c'est un peu une réaction forcée, sachant que ce serait un peu mal vu de retourner Tsunoda pour une autre saison sans donner la chance à Lindblad? Je pense que c'est un mélange de tout ça. Écoute, Arvid Lindblad, là, a un talent fou quand même. Là. Je veux dire, il a fait des choses en Formule 2 assez exceptionnelles pour un jeune de son âge durant toute la saison. Dans des conditions difficiles, il a réussi à bien s'en sortir. Je ne prétends pas que c'est le prochain Max Verstappen, là, mais c'est un super bon pilote. Maintenant, est-ce que c'est trop tôt? Parce que des Max Verstappen, il en pleut pas. Là. Puis arrivé à son âge en Formule 1, j'ai toujours mes doutes. Il faut vraiment que tu sois un sûr pilote pour bien t'en sortir dans toutes les conditions que ces voitures peuvent être. Mais écoute, j'ai confiance que ça va bien aller. Mais oui, c'est sûr qu'il y a des... Red Bull était un peu pris. Il y a personne qui était, excuse-moi l'expression, prêt ou ready pour prendre ce poste. Puis on a rarement vu, j'aurais pas vu un Lindblad, par exemple, faire une 2e saison F2, mais en même temps, ça n'aurait pas été mauvais non plus pour lui. Donc, je pense que Marco aime beaucoup Lindblad. J'ai lu, selon certaines sources néerlandaises et tout ça, que peut-être que certaines personnes dans l'usine n'étaient pas nécessairement prêtes à lui donner ce mandat-là, mais je pense que la pression était forte chez Marco de l'amener dès l'an prochain. Mais il devra performer rapidement lui aussi. Je veux dire, ça pousse un peu partout chez Red Bull. On a de la pression aussi de regarder vers l'avenir. Max Verstappen ne sera pas là éternellement non plus. Il faut réussir, selon moi, à réussir à trouver un futur pilote qui serait capable de bien travailler en l'absence de Verstappen dans un futur moyen, long, court terme. Ils vont devoir se trouver une nouvelle pièce pour le futur. Puis je pense qu'Arvid pourra être ce pilote, mais encore là, il va leur falloir être patient. Il est jeune encore, il y a beaucoup de choses à prouver. On va voir comment ça va aller. Anna-Maria. Mais je pense que Red Bull, il était un peu... il n'y avait pas trop le choix. Il fallait mettre quelqu'un pour remplacer Adjar. Et c'est ça. Il prend celui qui est en position de monter dans la bannière. Et je pense qu'il y avait pas trop le choix. On va voir qu'est-ce que ça donne, mais au moins il y a Racing Bull, ils ont plus de chances de rester un peu plus longtemps. Mais parce que je pense que Red Bull n'était pas en position non plus d'aller chercher un pilote ailleurs pour le ramener chez les 12e équipes. Donc, maintenant, qu'est-ce que ça va donner? On va voir qu'est-ce que ça va donner. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Mais même si on a expérience, même s'ils sont des bons pilotes, au moins, Marco, il n'est plus là.
Donc, je dis, je pense que ça enlève un peu de stress aux pilotes. Parce qu'ils n'ont pas la pression de si tu fais pas une bonne course, on va te tasser. Mais je suis quand même pas prêt à dire que c'est uniquement Marco dans Red Bull qui était comme ça. Je veux dire, Red Bull ont besoin de personnes extrêmes. C'est dans leur marque de performer. Je pense qu'il y a l'image de l'entreprise aussi qui rentre en ligne de compte. Oui, il y a Marco. La pression venait beaucoup de Marco. J'ai l'impression qu'en haut non plus, c'est pas des gens les plus tendres qui travaillent chez Red Bull en termes de performance, selon moi. Là. Il y a autre chose aussi, qu'on dit, oui, ils voulaient que les pilotes performent tout de suite, mais d'un autre côté, ils donnent la chance. Ce qui n'arrive pas beaucoup dans les autres équipes. D'habitude, ils ont un pilote qui vont développer, qui vont monter, mais Red Bull, il y a toujours donné la chance, c'est ce que je dis de Aya. Au moins, Aya, c'est un pilote qui est arrivé, qui a fait des efforts, qui a la chance. Et je pense que lui-même, il est content d'avoir la chance. Et c'est ça les points positifs que je trouve de Red Bull. Oui, il demande la performance, mais au contraire, il donne la chance aux pilotes. Que des fois, il y en a que dans notre équipe, il n'y aurait jamais la chance de toucher une voiture de Formule 1. Ouais, il a donné la chance, mais aussi la manière dont tu les traites aussi. Parce que si c'est pour les promouvoir après une saison parce qu'ils font bien, mais ensuite les reléguer quand ça va mal après 4-5 courses, pour moi c'est pas un bon environnement pour développer et surtout pour préserver, parce que je prends l'exemple de Carlos Sainz. Moi je pense que c'était un pilote qui avait toutes les opportunités de monter chez Red Bull, mais finalement c'est en quittant la famille ça lui a permis de devenir le pilote qu'on connaît aujourd'hui. Donc, et en plus, c'est assez drôle comme ça. Je pense que Red Bull a manqué le bateau en essayant de le signer à court terme, de ne pas le signer à court terme, du moins, après que Perez soit parti. Donc, et là, ça te permet au moins d'avoir à garder Hadjar pour au moins une saison de plus et de permettre à Arvid Lindblad de parfaire sa saison en Formule 2, parce que soyons honnêtes, il a montré de très bonnes choses en F2 et puis en F3, ça a été un des pilotes que j'ai aimé suivre, mais en F2, il a pas été vraiment constant. Oui, il a gagné 3 courses, mais je pourrais dire la même chose de Franco Colapinto l'année dernière, que Williams a promu beaucoup trop vite, et là finalement il devient un peu la risée parce qu'il est arrivé en Formule 1 beaucoup trop tôt, et là Alpine a jeté beaucoup je m'excuse du terme, mais a jeté un petit peu trop d'argent pour l'avoir. Et Dieu sait à quel point c'est difficile, mais Williams, certes, n'avait pas le choix parce qu'ils étaient prêts avec Logan Sargent qui coûtait cher de réparation, mais Colapinto est arrivé beaucoup trop tôt en Formule 1, pas tellement prêt. Oui, il a obtenu de bonnes performances en Italie, en Azerbaïdjan. Mais après, pour la suite, ça a été beaucoup plus des accidents qu'autre chose. Donc, moi, c'est pour ça que je dis que si Red Bull voit que Lindblad est prêt pour la première saison, tant mieux. Mais il faut aussi que l'équipe assume le développement, et c'est pour ça aussi que peut-être le départ de Marco, un vent nouveau, peut bénéficier à Lindblad. Donc là, je vais passer la parole à Julien parce que je vais entendre son point de vue là-dessus. Je vais le forcer à parler de Lindblad.
Moi, je dois quand même faire attention à ce que je dis parce que j'ai déjà mentionné sur ce podcast qu'Oscar Piastri serait le prochain Jolyon Palmer. Donc, faut quand même que je sois un peu indulgent par rapport à mes prédictions envers les jeunes pilotes. Est-ce que je pense que la nomination de Lindblad est trop tôt? Oui. Est-ce que je pense que la famille Red Bull tente de trouver son Kimi Antonelli? Oui. Maintenant, je veux dire, on exige de la patience envers un pilote de la part d'une écurie qui est fondamentalement impatiente. Donc, j'éprouve certaines craintes par rapport à ce choix-là de la famille Red Bull. Je pense que Lindblad est un bon pilote, mais le comparatif, Abdou, que t'auras effectué avec Franco Colapinto, moi, c'est ça qui me saute aux yeux, puis j'espère juste que l'avenir nous donnera tort par rapport à ça. Maintenant, c'est vrai que Lindblad a eu des excellents moments en Formule 2. C'est vrai qu'il a été inconstant. Visiblement, Red Bull aurait été fort impressionné par la performance de Lindblad en essai libre 1 à Mexico, où il aura enregistré quand même des temps qui auront été intéressants. Maintenant, est-ce que c'est suffisant pour le nommer au sein d'une écurie de Formule 1 alors qu'il va commencer sa saison à quoi, à 19 ans? À peu près, ouais. Bon. Je lui souhaite vraiment tout le succès du monde. Cela dit, je suis loin d'être la personne la plus convaincue à l'heure actuelle en raison de sa constance puis en raison du fait que c'est très difficile chez Red Bull. Tu peux être un excellent pilote chez Red Bull, mais du moment que tu es inconsistant, ça peut être très difficile en raison de leur absence totale de patience envers leurs pilotes, comparativement à, puis là, je vais citer un exemple, Haas, où Ollie Bearman, en début de saison, avait énormément de difficultés en matière de constance. C'est une écurie qui lui aura quand même accordé une belle chance. Puis finalement, qu'est-ce qu'on voit en fin de saison? C'est que c'est un pilote qui est parfaitement en mesure de rivaliser avec, on peut le considérer déjà comme un vétéran de la F1 sur Esteban Ocon. Donc, j'ai beaucoup de réserves par rapport à l'entrée de Lindblad en F1. Je pense que c'est un coup de dé. Maintenant, Red Bull aime ça, gambler. Pourtant, c'est pas l'écurie qui a le plus de commanditaires en matière de paris sportifs, mais on verra bien. Anna-Maria, tu voulais répliquer? Oui. Je voulais dire une petite chose. Quand il a dit que pas une écurie comme Haas qui donne la chance à Oliver Behrman, mais il faut prendre en compte que c'est pas Haas qui donne la chance à Oliver Behrman, c'est Ferrari qui place Oliver Behrman chez Haas, que c'est pas la même affaire. Quand c'est l'équipe qui donne la chance, oui, mais c'est Ferrari qui donne la chance et Haas, ils vivent avec. Ouais, ça revient pas mal la même chose avec Racing Bulls. Oui, que Olivier, ça profite, sa performance, c'est correct, mais c'est pas parce que Haas a dit, OK, on te donne la chance, on va te laisser performer, c'est juste parce qu'il est placé à cause de Ferrari et qu'il ne peut pas les mettre dehors. Oui, vas-y, si Ollie Bearman devient un Nikita Mazepin, je veux dire, Haas va pas se gêner à le sacrer dehors. Hein? Oui, même Ferrari, hein? Effectivement. Non, mais oui, mais vous comprenez mon point. C'est pas parce que Haas est généreux s'il donne la chance. Dans ce cas-là, on dirait Ferrari donne la chance. J'ai pas dit qu'ils sont généreux, mais je pense que, je veux dire, nonobstant le fait que Ferrari donne une chance à Ollie Bearman, appuie Ollie Bearman dans le cadre de sa carrière en Formule 1, c'est avec quoi je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense qu'il en demeure pas moins que Haas est une écurie qui est fondamentalement plus patiente que Red Bull va l'être, là, notamment en matière de chances qu'ils vont accorder à leur deuxième pilote. Des chances qu'ils vont accorder envers leur pilote. Là, je veux dire, c'est quand même une écurie qui aura toléré longtemps Kevin Magnussen puis Romain Grosjean.
C'est ça. Il m'a servi, si c'est pas pour qu'est-ce qu'on sait, il serait là encore. Hein? Donc, là, on va parler de Liam Lawson très rapidement parce que après sa rétrogradation très rapide après 2 Grands Prix, je pense que pour moi, je pense que c'est une bonne chose de la part de la famille de Red Bull de le garder chez Racing Bulls parce que honnêtement, je pense il y a pas grand-chose, il était mieux avec Racing Bulls qu'avec Red Bull. Mais maintenant que les 4 pilotes sont annoncés, Yuki Tsunoda, lui, a été tout simplement mis de côté. Il va être pilote de réserve et pilote d'essai avec la famille Red Bull, donc que ce soit avec Red Bull Racing ou Racing Bulls. Les carottes étaient cuites malheureusement pour Yuki, puis je pourrais dire c'était pas mieux. Au final, en rétrospective, on a changé 4,30 sous pour une pièce en faisant passer Lawson à Tsunoda. Fait que là-dessus, je comprends que c'est un fafot dans le terme des internets. C'est un fafot de la part de Red Bull. Je suis désolé. Mais si tu voulais te commettre, autant avoir promu Yuki Tsunoda avant Liam Lawson pour permettre à ce dernier de mieux le développer. Mais encore une fois, ça revient à ce que je dis. C'est fait à la va-vite. Alors là, regarde, Tsunoda n'a pas fait mieux. Plus souvent qu'autrefois, éliminé avec une position moyenne de 16,3 sur la grille de départ. Fait avec son arrivée chez Red Bull, fait que ça fait mal. Alors, tu sais, honnêtement, je me sens mal pour Yuki parce que, tu sais, il le voulait ce volant chez Red Bull, mais en même temps, il a laissé, comme il l'a dit, il a laissé une belle voiture en Racing Bulls où il se sentait à l'aise. On le voyait, il faisait bien dans les 2 premiers Grands Prix, mais après, ça s'est très mal passé. Puis il y a eu ce gros accident en qualification à Imola aussi, que plusieurs pensent que c'est ce qui a, disons, ruiné ses chances de rester avec Red Bull au-delà de 2025. Donc, là, il se retrouve comme réserviste. Marc-André, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Tout à fait. Je pense qu'il n'était pas dans une situation parfaite dès son arrivée. Il devait prendre un peu la patate chaude, malheureusement laissée par Liam Lawson, qui n'était pas de son contrôle, bien sûr, là, mais ça doit être difficile mentalement quand même, je pense, à travers les Grands Prix, d'arriver dans cette voiture et de constater à quel point elle ne performe pas et à quel point elle ne te donne aucun jus. Puis tu sais, ça a été une saison extrêmement difficile pour Yuki Tsunoda. Parfois, elle faisait difficilement avoir Q3, avait de la difficulté à avancer dans les courses, à gagner des points. Ça n'a pas été simple. Maintenant, visiblement, s'il reste, il devait quand même être tout de même quand même bien. Là, je veux dire, visiblement, ils sont en bonne entente. Tout de même, en décidant de rester. Puis pour ce qui est de Liam Lawson, je pense que c'est la décision à faire, c'est de le conserver également. Il a un petit peu d'expérience quand même. Il va pouvoir ultra d'expérience. Je pense que s'il y avait eu un pilote avec plus d'expérience pour assister à Red Bull, je pense que c'est quelque chose que j'aurais aimé, mais en même temps, je pense que Liam Lawson a pas mal fait cette année non plus pour mériter une démotion encore une fois. Donc, je pense que les cartes étaient pas mal jouées pour un peu tous les pilotes. Ça aurait été extrêmement surprenant que Yuki reste tout de même comme pilote dans les conditions actuelles. Parce que
remettre Yuki dans Racing Bull, ça veut dire nécessairement tasser Liam Lawson. Puis je pense que tout de même, Liam Lawson est tout de même très aimé par la famille Red Bull, malgré la démotion qu'il a connue dans le début de saison. Mais tu sais, je veux revenir à la statistique que j'avais lancée. Donc, la position moyenne de 16.3, en fait, c'est que dans les 4 premières courses de la saison, ben en fait, il était passé à une position moyenne sur la grille de 10.5, 3 présences en Q3 en 4 courses, et ensuite, ça a chuté à une position moyenne de 16.3. Donc, le fait, évidemment, il y a eu l'accident, mais des nombreuses contre-performances en qualification qui l'ont fait reculer plutôt que de progresser. Et ça a fait mal à la Maria. Oui, mais c'est ce que j'étais surpris parce que au moins, Checo, sa dernière session était minable, mais au moins, en qualification, ça n'allait pas, mais il réussissait à mener la voiture au moins. Qualification de relaxeur. Siri. Mais je suis pas vraiment... Mais dans le point de Perez, je suis pas d'accord parce que Perez aussi, il était en qualification, il était mauvais, puis les résultats en course, c'était justement à cause de ça. Donc c'est pas tant. C'est vrai que là-dessus, c'est pas tant. Ça n'a pas grandement changé du côté du deuxième pilote des Red Bulls. Ils ont pas été capables de bien se qualifier. Non, mais c'est ce que me surprend, c'est qu'il était pas capable de bien se qualifier, mais après, pendant la course, il était pas capable non plus il restait coincé derrière. Parce que des fois, oui, tu fais une mauvaise qualification, mais c'est pas un bel exemple, mais Stroll, il fait une mauvaise qualification et après, il est capable de s'en sortir. Il remontait, mais pas beaucoup, mais il s'en sort de l'arrière. Des fois, on le voit faire quelque chose, mais dans le cas de Yuki, je pense qu'il y a eu plus de difficultés que Lawson, et j'étais surpris juste le fait que je pensais que Red Bull y allait ramener peut-être Lawson ou à la fin de session ramener Hadjar, mais je pense que la bonne décision de Red Bull, il ne voulait pas brûler non plus Hadjar tout de suite. Mais selon moi, l'entente avec Honda, c'est que Yuki reste là en Red Bull jusqu'à la fin de la session et c'est ce qu'on fait. Julien? Écoute, je considère que par rapport à Tsunoda, le fait que ça soit fait sortir complètement de la famille Red Bull, je trouve ça un peu injuste pour lui. Si je constate ses performances en 2024 chez Racing Bull, ça me semblait tout à fait raisonnable, alors que la voiture était somme toute moyennement performante. Je considère qu'on a laissé beaucoup plus de chance à Liam Lawson de rester dans la famille Red Bull, contrairement à Yuki Tsunoda, qui clairement était là pour répondre à une exigence de Honda. Je suis assez convaincu que si Yuki Tsunoda était retourné chez Racing Bull à l'heure actuelle, qu'on mettait Lindblad comme étant, par exemple, un pilote de réserve pour les 2 écuries sœurs, ça aurait été probablement plus raisonnable. Ce qui fait en sorte que moi, j'ai l'impression que l'entente entre Yuki Tsunoda puis Red Bull, on parle probablement d'une des dernières années, parce que je serais pas surpris, et là, voici ma prédiction de ce soir, je ne serais pas surpris que Yuki Tsunoda, finalement, à partir de 2027, rejoigne la famille Aston Martin.
Ta prédiction, Julien, elle est bold quand même, mais intéressante. Surtout que je pense qu'il y avait eu des rumeurs à gauche, à droite, comme quoi Honda voulait tenter de garder Tsunoda, volant pour Tsunoda pour l'année prochaine, mais c'était en vain au final. Mais c'est encore là, c'est un problème récurrent chez Red Bull, puis j'ai pas envie de me répéter, mais tout ça, c'est, comment je dirais ça, self-inflicted. C'est toute cette histoire de patience, de vouloir gagner, de vouloir des performances à tout prix. Je comprends, la Formule 1, c'est un sport qui nécessite de la performance au plus haut point, parce que parce qu'il y a toujours d'autres mondes, mais je pense qu'il y a aussi des moments où si tu veux tirer le meilleur de la personne, il faut travailler de connivence. Puis j'ai pas l'impression que c'est ce que Red Bull a. Je suis sûr que c'est ce que Red Bull a tenté de faire. Mais de là à jeter l'éponge assez rapidement, là-dessus, ça donne des situations, comme je dis, à la Carlos Sainz qui va beaucoup mieux quand il est à l'extérieur de la famille Red Bull. Pierre Gasly, même s'il roule pour une équipe qui est en fond de peloton, a quand même moi, je trouve qu'il est un meilleur pilote que ce qu'il était avec la famille Red Bull. Alors, moi, je pense que si Tsunoda veut mûrir, il faut qu'il quitte l'univers Red Bull. Donc, la prédiction de Julien, elle est bold, mais elle fait du sens, d'autant plus avec Honda. Bon, on verra. Est-ce que ce sera pour un ou l'autre des deux pilotes? Je pense qu'on connaît déjà la réponse. Je pense que la question ne se fait même pas. Donc, on verra ça, mais avec tout ça, j'ai tellement de mal à souvent comprendre les décisions de Red Bull. C'est trop hâtif. Donc, là-dessus, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner en 2026. J'ai hâte de voir ce que Hadjar va nous donner comme performance avec Red Bull Racing et comment l'équipe va l'encadrer maintenant que on n'est plus là, tout comme Helmut Marko, et comment Arvid Lindblad va faire en Formule 1 à sa première année avec Racing Bulls. Donc tout ça va être à surveiller quand les choses sérieuses vont commencer, c'est-à-dire lors du Grand Prix en Australie. C'est ce qui complète cet épisode du Bulletin GP. C'était le dernier épisode hebdomadaire avant la revue de l'année. Donc, on se retrouve le 31 décembre. Et d'ailleurs, j'ai compilé, je vous l'annonce, j'ai compilé les résultats des prédictions qu'on a fait. Donc, en début de saison. Donc, soyez là pour voir qui a eu raison et surtout qui a eu tort. Et est-ce que je vais être forcé de m'abstenir de poutine au ketchup pendant 1 an. Donc, ce sera à voir. À entendre surtout le 31 décembre, ce sera disponible sur toutes vos plateformes de podcast préférées, Spotify, Apple Podcast, YouTube, partout le Bulletin GP est disponible. Je suis aussi sur Facebook, Blue Sky, Threads et Instagram @ le Bulletin GP. Et évidemment, il y a le groupe Facebook, La Monoplace, qui reste toujours active, même s'il n'y a plus de Formule 1. Alors, Marc-André, Anna-Maria, Julien, merci beaucoup d'avoir été là. Merci Abdou. Merci à toi, Abdou. Merci Abdou, puis je tiens à dire que la poutine au ketchup, c'est un peu comme les deuxièmes pilotes de chez Red Bull. On parle tout le temps de son potentiel, mais à chaque fois, c'est décevant. Hey! Au moins, la poutine au ketchup a un meilleur potentiel qu'un deuxième pilote Red Bull. C'est très bon. Discutable. Il n'y a pas de discutable, c'est très bon. Donc,
sur ce, mon nom est Abdoussal. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP et on se retrouve le 31 décembre pour la revue de l'année. Salut tout le monde!